Bonjour, c'est Lisa Azuelos. Vous me connaissez peut-être pour mes films comme LOL, Comme tu es belle, Dalida. Entre mes films, j'ai décidé de faire un podcast pour vous présenter des gens que j'aime, ou des gens connus, ou les deux. Ou alors simplement partager ce que j'ai dans ma tête, et je vous jure, ça vaut le détour. Pour ce prochain épisode, je reçois Françoise Bouillet, qui est non-binaire, qui va nous parler des questions de genre dans ce prochain Lisa Azuelos podcast. Bonjour Françoise. Bonjour Lisa. Tu es ma première invitée que je ne connais pas. Okay. On n'était pas amis, on vient de se rencontrer, Ouais. mais j'ai un super ami qui m'a parlé de toi et je me suis dit j'ai vraiment envie qu'elle vienne dans mon podcast. Voilà. Super. Donc on ne se connaît pas, donc on va apprendre à se connaître en podcast. C'est une première pour moi, mais voilà, c'est super. Donc du coup, je vais te demander de te présenter un peu comme tu as envie et puis voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux te dire ? D'abord, mon nom. Je m'appelle Françoise Bouillet. Ouais. Voilà, pronom elle. Ouais. Je suis ce qu'on appelle non-binaire, c'est-à-dire ni dans la case femme, ni dans la case homme. Je suis sorti, j'essaie de sortir, disons, de ce que moi je considère comme une limitation, des petites camisoles de force qui nous mettent dans des boîtes. Et qui, quelque part, nous invite à se conformer à ce qu'on nous a demandé de faire. Et moi, je suis trop amoureuse de la liberté, j'ai trop vécu de liberté dans ma vie pour pouvoir faire ça. Et donc, je sors de ça et je développe donc à la fois mes qualités dites féminines et mes qualités dites masculines de façon beaucoup plus libre qu'avant. Donc, moi, je suis dans un voyage de liberté. Voilà un petit peu mon parcours sur ce plan-là. Après... Depuis quand ? Depuis toujours Oui, je pense que cette sensation de liberté, ce besoin de liberté, ça date de toujours. Moi, j'habitais dans le quartier latin au moment de mai 68. Ça a été une libération pour les jeunes. J'étais très jeune à l'époque, mais j'étais dans le quartier latin et je voyais bien que tout à coup, on pouvait se libérer de contraintes qu'on pensait inaltérables, définitives, et avec toute une société qui avait vécu beaucoup de traumas et pour qui c'était difficile d'accueillir qu'on pouvait avoir l'esprit léger et qu'on pouvait être conséquent, parfois par moment, et qu'on pouvait être plus ouvert. C'était compliqué. Et puis tout à coup, il y a des gens qui en l'ont imposé. Et ça a été vraiment une étape fondatrice pour moi. T'avais quel âge ? J'avais 11 ans. Ah ouais. 10 ans, 11 ans. Ouais. Donc toute petite, mais déjà grande dans la tête. Ouais, moi, je suis née en 65, donc j'ai dû le sentir, mais je ne l'ai pas vu, quoi. Donc, Oui, bien sûr. Après, ça a modifié de façon radicale les choses, mais pas seulement en France. Ouais, bien sûr. C'est dans toute l'Europe, c'est aux États-Unis, c'est au Canada, c'est au Japon même. Le Japon, c'était en 67, et ça a été d'une violence beaucoup plus importante qu'en France. Et la société japonaise, elle est encore plus rigide et carcan que la société française à l'époque. Et en plus, à la sortie de la guerre, avec la guerre qui avait été perdue, etc. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Et donc pour moi, ça a juste ouvert un espace de liberté et ça a permis de dire on n'est pas obligé de vivre toute notre vie dans le passé, dans les traumas qu'on a vécus. Et les traumas ont été immenses. Et franchement, moi j'aurais été dans ces traumas-là, j'aurais probablement été la même chose que ces personnes-là. Mais voilà, c'est une nouvelle génération, elle n'a pas connu ça, et donc elle ne se sent pas liée avec cette histoire-là. Et puis au bout d'un moment, elle n'en peut plus, elle étouffe qu'on lui interdise de faire ci, de faire ça, avec beaucoup de peur. C'était quoi les gros interdits, à ton avis, qui ont été dépassés à ce moment-là ? De sortir des normes sociales à l'époque. Qui était grosso modo, on se marie, on fait des enfants, on travaille dans une boîte. Par exemple, et puis on n'est pas trop dans l'opposition aux choses. Il y a des sujets supérieurs de l'intérêt du groupe, de la société qui sont là et qu'on respecte. On en a bavé, on a réussi à s'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui sont morts pour qu'on puisse être là, en fait. Et on leur doit bien de les respecter. Et c'est juste, je trouve, c'est pas faux. Il y avait des millions de gens qui ont donné leur vie pour qu'on ait aujourd'hui un espace de liberté très important, même si parfois il y a des gens qui trouvent que c'est pas assez. Voilà, moi j'en fais partie et j'essaye de le vivre. Mais en tout cas, je remercie tous les gens qui, au cours des millénaires, ont donné leur vie et leur énergie pour qu'on soit là où on est, avec une société bien entendu imparfaite. Souvent d'ailleurs, sans rentrer dans la question de genre, souvent c'est des hommes qui ont donné leur vie sur les champs de bataille, on va dire. Je ne sais pas, tu parlais l'autre jour d'une guerrière du XIIe siècle en France.
autrefois. Et aujourd'hui, on a des preuves assez claires avec les tombes qu'on retrouve. Voilà, des moins 20 000, moins 30 000 avant Jésus-Christ, où il y a des femmes avec des armes dans leur tombeau. Donc on sait très bien pas, tu vois, aujourd'hui qu'en fait les femmes étaient aussi des guerrières. Et voilà, alors ça, voilà, typiquement un stéréotype qui est quand même assez embêtant, parce que du coup ça pendant les guerres qu'on étudie à l'école, style 14-18, 39-45, 1870, etc., on voit les hommes qui partent au champ de bataille, les femmes éplorées. Enfin, une fois, moi, j'avais lu que justement, les hommes, au sens du masculin, c'était blindé toute la partie du cœur, parce que justement ils devaient apprendre à tuer, quoi. Enfin, qu'il y avait quelque chose au cours des millénaires qui s'était traduit dans il faut pas qu'on ait vraiment de sentiments pour l'autre, parce que sinon on sera pas capable de le tuer. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup touchée, mais peut-être que c'est trop binaire pour ce qu'on se dit. Je ne sais pas, moi j'ai heureusement pas eu cette expérience à vivre, mais les gens que j'ai côtoyés qui l'ont vécu, moi j'ai fait mon service militaire, je suis officier de réserve de l'armée de l'air, figure-toi. Et donc j'étais très proche des anciens combattants qui étaient dans l'armée et qui m'ont expliqué qu'en fait, évidemment, accepter de mourir pour une cause, c'est difficile, mais beaucoup plus difficile que ça, c'est accepter de tuer pour une cause. Et quand ils ont été obligés de le faire, parce qu'on ne fait pas ça juste comme ça, pour le fun, c'est parce que c'est lui ou c'est moi. Et bien à ce moment-là, ils ont cessé de dormir pour le reste de leur vie et ils ont été traumatisés à vie. Donc ils n'étaient pas du tout préparés à ça. Et donc je pense j'ai que du mal à personne penser, ne l'est, en fait, aucun être humain. Qu'au cours des années, tu vois, l'ADN se soit modifié pour que les hommes soient moins sensibles. Je pense que c'est compliqué. Puis après, il y a beaucoup de femmes qui ont donné leur vie aussi. Bien sûr. Énormément. Et puis pas seulement pendant les combats, parce qu'il n'y a pas que les combats qui comptent. Je ne sais pas pourquoi, je pense à Etty Hillesum, avec son bouquin extraordinaire, Une vie bouleversée, qui, moi, a changé ma façon de voir le mal. Et elle disait qu'en fait, dans le ghetto d'Amsterdam, la peur, juste la peur de ce que les nazis pourraient potentiellement faire, faisait tellement peur aux gens qu'en fait, ils ne vivaient plus. Et qu'en fait, ils étaient déjà morts. Et que finalement, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la mort? Ces gens du ghetto qui avaient une trouille telle que du coup, ils se battaient entre eux alors qu'ils étaient du même groupe. Elle a réussi à l'éviter, elle a réussi à rester dans l'émerveillement des choses. Alors, elle avait beaucoup travaillé sur elle, c'était une amie de Jung, c'est quelqu'un qui a fait un travail incroyable, mais elle a pu rester jusqu'au bout dans l'émerveillement de la vie, et elle a fini, elle a été tuée, assassinée dans un camp. C'est quelqu'un que je suis beaucoup aussi, que j'adore. Et c'est beau parce que tu mets... En fait, pour moi, le véritable ennemi de la vie, c'est la peur, justement. C'est ça. Et je l'avais mis quand je regardais Breaking Bad, la série. En fait, à un moment, il dit l'ennemi, c'est la peur. Et je l'avais vraiment filmé sur la télé et je le mettais en boucle sur les réseaux, etc. Parce que vraiment, pour moi, l'ennemi, c'est la peur. Mais par contre, tu mets quelque chose en face que j'ai jamais mis en face et qui, pour moi, est le vrai en face de la peur. Parce que souvent, on dit c'est l'amour, c'est vrai. Mais c'est l'émerveillement. Et ce mot-là, pour moi, il inclut le pardon, la vie, l'amour. Enfin, il inclut tout. Il inclut le fait d'être OK d'être en vie et ça nettoie la peur, presque, on dirait, ce mot-là. Bien sûr, la peur disparaît devant l'émerveillement. On ne peut pas s'émerveiller si on a peur, je pense. Et la peur sauve de l'émerveillement, et surtout l'émerveillement sauve de la peur. Et quand tout à coup, on est dans une ambiance terrible, comme pouvait l'être Etty Hillesum, tout à coup, elle voit, à un moment, elle parle des arbres fruitiers qui sont en fleurs, et on est en 41, 42, un truc comme ça. Et elle s'émerveille devant cette nature sublime. Mais voilà, c'est tout, il y a de la peur disparue. Elle est juste dans le regard attendri, dans l'intensité de la vie, à son plus beau. C'est vraiment, c'est vraiment la question pour moi fondamentale dans ma vie aujourd'hui. C'est comment je vais faire pour m'émerveiller le plus aujourd'hui. Donc je fais attention aux fleurs qui poussent sur le bitume, qui pour moi sont le symbole le plus puissant que j'ai d'émerveillement en ville. C'est magnifique, la petite fleur, etc. Mais aussi l'émerveillement de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça, on va en discuter ensemble, parce que je pense que tu es allé beaucoup plus loin que moi. Je ne sais pas, j'étais sur mon chemin. Non, franchement, j'ai essayé, chaque mais... chemin est passionnant. C'est Oscar Wilde qui disait, dans la vie, tout est absolument passionnant, à condition de s'y intéresser un petit peu. Donc tout est passionnant. C'est une question d'état d'esprit.
condition de s'y intéresser un petit peu. Alors, écoute, on va parler aussi de cette question du genre qui, pour moi, est un point d'interrogation, en fait. Oui, bien sûr. Parce qu'à la fois, je comprends tout, que tout est possible. Et ça, pour moi, ça a toujours été le cas. Moi, on m'a beaucoup traité d'homme dans mes comportements, même sexuels. Le fait que, par exemple, sur Tinder, si je rencontre quelqu'un, je préfère coucher avec lui d'abord que d'aller au restaurant. Pour moi, c'est immonde d'aller au restaurant avec quelqu'un que je ne connais pas. C'est pour ça que peut-être à la clé, puisqu'il va payer l'addition, éventuellement, je lui devrais d'aller au lit. Pour moi, là, il y a un vieux schéma. Oui. Voilà. Pour moi, ça, c'était pas possible. Donc, je préfère rencontrer les gens sexuellement, et puis après, on voit si on s'entend ou pas. Okay. Donc ça, je sais que c'est censé être un comportement d'homme. Mais moi, il se trouve que j'ai dit, ok, je suis une femme, bon, pourquoi pas. Mais j'ai toujours eu ce problème-là, par exemple. Et je sais que c'est très jugé. Pourquoi un problème ? Parce que ça a été très jugé, parce que les hommes qui se disent hommes aujourd'hui, ils ont un comportement différent avec les femmes qu'ils n'ont pas chassées, où ils n'ont pas galéré pour pouvoir la mettre dans leur lit, et que pour eux, en fait, l'histoire s'arrête presque au moment où elles sont dans le lit, quoi. Alors que moi, je voudrais qu'elle commence là. Et du coup, il y a toujours eu comme une méprise, mais j'ai jamais cédé à ça, en fait. J'arrive pas à faire semblant de vouloir qu'on me drague et tout. Il y a quelque chose d'insupportable pour moi là-dedans. J'en suis pas encore à tout comprendre pourquoi, mais je sais que comme j'ai été placée dans des pensions très torturantes petites, l'attente pour moi, l'attente de mes parents probablement, était une torture, donc je supporte pas qu'on me drague. Voilà, grosso modo, j'en suis là. Cool. Un chemin de libération. Voilà. Petit à petit. Ouais. C'est pour ça que les questions de genre m'intéressent énormément, et que voilà, c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer. Moi aussi, ça m'intéresse énormément. Alors, on peut en parler. On peut peut-être essayer pour essayer de revenir à la base. On peut se poser la question, c'est quoi une femme ? C'est quoi un homme ? Ça a l'air assez bateau comme question, et puis il y a des gens qui ont des réponses lapidaires, et puis en fait, il y a bien entendu là-dessous une complexité gigantesque qu'on est en train de comprendre de plus en plus et d'accueillir de plus en plus. Il y a deux éléments. Il y a le côté biologique, et puis il y a le côté du genre. Donc sur la biologie, en fait, il y a les chromosomes XX ou XY. Il y a ensuite les organes génitaux, mâles ou femelles, sachant que ce n'est pas complètement parfait, puisqu'il y a des gens qui naissent avec des organes génitaux pas clairs, qu'on appelle les intersexes. Selon l'OMS, c'est 1,7% de la population mondiale, donc ce n'est pas du tout négligeable. Et puis ensuite, il y a les systèmes hormonaux. Et là aussi, on a des systèmes hormonaux qui, grosso modo, fonctionnent bien avec les chromosomes, mais parfois, ça ne fonctionne pas très bien. Les chromosomes aussi, il y a des choses bien sûr. Petit peu bizarres. Mais disons globalement, dans l'ensemble, quand tout ça est aligné, c'est-à-dire chromosomes, organes génitaux, système hormonal, donc système hormonal, les hormones sexuelles, progestérone, testostérone, estrogène, quand tout ça est aligné, on obtient soit une femelle, soit un mâle, en fait. Et pour passer ensuite de femelle-mâle à femme-homme, les organisations internationales se sont mobilisées il y a 25 ans. Elles sont arrivées à un consensus mondial avec des milliers d'experts dans tous les sens qui ont discuté tout ça. J'aurais bien voulu être là. Et qui ont dit, voilà, et c'est l'Organisation mondiale de la santé qui l'a fait, en fait, le genre est une construction socio-culturelle. Donc c'est une construction sociale et culturelle. Donc, comme son nom l'indique, ça varie en fonction des environnements sociaux, ça varie en fonction des cultures, ça varie en fonction des époques. Si ça vous intéresse, je vous conseille le livre d'Olivia Gazalet qui s'appelle « Le mythe de la virilité », qui refait un petit peu l'histoire je l'ai lu, celui-là. Du genre et des relations entre les hommes et les femmes, et comment ça se passe depuis, disons, grosso modo, il y a 15 000 ans jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc, le genre, c'est une construction socio-culturelle. Alors, c'est quoi une construction socio-culturelle ? C'est ce que, évidemment, c'est pas dans nos gènes, et c'est ce que notre environnement, en fait, nous demande de faire. Pour moi, en fait, cette classification, elle est totalement artificielle, dans le sens où elle ne vient pas du biologique. Elle est le résultat de notre culture, de notre société. Donc, c'est pas artificiel en ce sens-là, c'est réel, c'est notre culture. Mais voilà, ça varie suivant les personnes, ça varie suivant les lieux, ça varie suivant les époques. Et chacun, en fait,
connectent avec certaines des valeurs parce que, je sais pas, quand on était petit ou petite, on a peut-être rencontré quelqu'un qui portait très spécifiquement une des valeurs et que ça nous a beaucoup parlé, qu'on a trouvé ça super, et ben on la porte depuis en souvenir parce qu'on a eu la chance de connecter avec cette valeur grâce à cette personne-là. Et voilà, après, ce qui est embêtant, c'est quand certaines de ces valeurs ne sont pas autorisées dans le sexe que l'on a. Et donc, du coup, là, évidemment, on peut pas la vivre. Mais je voudrais prendre un exemple, par exemple, de personnes qui arrivent à passer par-dessus et ça explique un peu le mécanisme. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes filles qui, en fait, se comportent un petit peu comme des garçons. Elles grimpent aux arbres, elles courent très vite et tout ça. Et autrefois, on les appelait des garçons manqués. Ouais. C'est un peu embêtant quand même, parce que moi, je suis une petite fille, je ne suis pas un petit garçon. Donc déjà, qu'est-ce que tu me racontes là? Mais en plus, manquer, c'est très négatif. Comme expression. Et pourtant, moi, toutes les femmes que je connais, qu'on a appelées garçons manqués, elles en sont extrêmement fières. Ah ouais? Ouais. Elles sont très fières, parce que je vais te dire pourquoi. Parce en fait, elles ont été autorisées à casser justement ces normes binaires et à finalement être un petit peu garçon. Donc avoir plus de liberté, en fait. C'est une expression, c'est une reconnaissance d'une possibilité de liberté qu'on donne aux petites filles. Et c'est très étonnant parce qu'on ne le donne pas aux petits garçons. Un petit garçon qui lui, c'est très féminin, en fait, on ne l'autorise pas. On le traite souvent de PD indirectement. Donc alors, comme ça, quand voilà. ils sont petits, peut-être pas si tôt, mais après, oui, ça peut se transformer très vite, comme aujourd'hui, à l'école, malheureusement, ça va très vite. Mais les rôles genrés à l'école sont très clairs. Enfin, les garçons sont au centre de la cour et ils jouent au foot ou ils se bagarrent. Et puis les filles sont sur les bords de la cour et discutent. Mais tout ça, c'est des constructions artificielles. C'est des constructions culturelles et donc qui sont bougeables. Et on peut s'en libérer. On peut vivre dans d'autres cultures. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui bouscule pas mal de gens parce qu'ils ont été habitués. Et voilà, c'est comme ça. Hein. C'est leur vie. Ils ont été habitués à un système binaire de valeurs et ils ne comprennent pas que ce soit remis en question. Pour eux, ça n'existe pas. Et donc, ils craignent ça parce que ça remet en question leur système. Une des choses les plus fondamentales qu'on ait dans nos constructions personnelles, c'est évidemment le genre. Donc, c'est pas facile d'assouplir ça. En revanche, ça se fait et c'est en train de se faire. Oui, ça c'est clairement en train de se faire. Chez les jeunes, par exemple. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes au courant si tu es au courant. J'habite aux États-Unis, donc c'est quand même un énorme sujet. C'est pas... Alors, mais en France aussi, pour te donner une idée, j'avais fait avec un numéro spécial qu'on avait fait avec Nouvelle Obs en mars 2019, qui s'appelait La Révolution du genre. On a fait un sondage auprès de 4000 personnes, YouGov, qui posait la question, est-ce que vous vous sentez plutôt femme, est-ce que vous vous sentez plutôt homme, ou est-ce que vous sentez autre chose, ni l'un ni l'autre, les deux, etc. Les plus de 44 ans, il y avait 4% qui disaient ni l'un ni l'autre, autre chose. Les 18-44 ans, il y avait 14% qui disaient ni l'un ni l'autre, etc. Depuis, il y a eu deux autres sondages, un qui a été fait par Ipsos, un autre qui a été fait par M6, qui pose la même question, mais aux 18-30 ans. Et il y a un des deux sondages qui donne 22% de ni l'un ni l'autre, parmi la classe de population en France, donc 18-30 ans, et il y en a un autre qui donne 37%. Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que parmi les jeunes, et on ne peut pas légalement faire des sondages sur les gens de moins de 18 ans, mais moi, je suis beaucoup au contact de gens dans les écoles sur ces sujets-là, et disons, si on regarde les 10-18 ans, on est probablement au moins à ces proportions-là. Donc ça veut dire qu'on a, disons, un quart de cette tranche d'âge en France aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'en France, c'est mondial. Et il y a une étude Ipsos mondiale sur 27 pays qui a été faite qui le confirme. On a environ un quart de cette tranche d'âge qui se considère comme non-binaire. Donc on n'est plus du tout dans un micro-pourcentage de gens qui sont complètement dingues, des malades psychiatriques, etc. Que sais-je, on est sur un quart de la population. Sachant qu'en plus de ça, il y a une autre chose, c'est que parmi les gens qui ne sont pas concernés, mais qui sont dans ces classes d'âge, il y a beaucoup de gens qui, en fait, sont en soutien de ces personnes-là. Ils sont leurs alliés, ce qu'on appelle leurs alliés. Et donc, c'est peut-être encore la moitié, enfin un quart, disons, de cette population-là, de 18-30 ans. Donc, ça veut dire que si on regroupe les deux, on a environ la moitié de la population aujourd'hui des 18-30 ans qui se sent complètement en phase avec tout ça. Donc, ce qui est très, très frappant, c'est qu'en fait, les gens qui ont plus de 30 ans, en général, sauf exception, n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer dans la génération juste en dessous d'eux. Et en général, quand les générations se parlent, enfin quand les jeunes, les adolescents par exemple, me racontent qu'ils ont essayé de parler à leurs parents
de ça. Et ils me disent tous que ça s'est en général super mal passé. Qu'en fait, les parents ont répondu: mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais t'es complètement dingue. Qui t'a mis ça dans la tête? Tu as été brainwashed, etc. Donc ça se passe mal. Et donc, du coup, ils reviennent vers leurs amis, leurs potes de leur génération. Ils leur disent: ça s'est mal passé. Bah oui, on t'avait bien dit que ça se passe mal. Et donc, petit à petit, il y a une omerta comme ça qui s'est installée dans notre pays entre ces jeunes générations et les générations plus âgées sur ce sujet précis. Mais on sait déjà là. Donc, si tu veux, la révolution, le changement de paradigme, il est déjà là. C'est pas un truc qui va se passer peut-être. C'est déjà présent dans la société française de façon massive. Mais moi, c'est drôle parce que je suis tout à fait d'accord avec toi et pas du tout, dans le sens où, pour moi, depuis, en fait, j'ai été élevée catho, puis juive, puis bouddhiste. Et quand je suis arrivée chez les bouddhistes, on a parlé d'un truc qui s'appelle la voie du milieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, justement, de binaire. Pour moi, l'ennemi, c'est la peur, mais c'est aussi le binaire. Dans le sens où on n'a pas à choisir un camp ou l'autre. Je me sens à la fois vulnérable et parfois envie de dominer. Je me sens à la fois... Enfin, tu vois, pour moi, en fait, le mot binaire ou non binaire, c'est pas tellement le sujet. Pour moi, le sujet, c'est est-ce qu'on est dans le « et » ou est-ce qu'on est dans le « ou ». Ça reste binaire. Bah non. Bah si. C'est et ou, c'est entre deux choses. Donc c'est binaire. Si c'est et homme et femme... Bah oui, c'est binaire. C'est-à-dire qu'il n'y a que homme et femme. Alors qu'en fait, moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, chacune d'entre nous est une construction très, très unique d'un mélange de tout ça. D'un mélange, donc, voilà. Donc c'est un mélange. Mais pas un mélange des deux. Un mélange de dizaines de milliers d'éléments qui se combinent entre eux en une combinatoire qui fait que personne n'est identique. Mais certainement pas entre deux trucs. C'est pas un bloc. Ça n'existe pas. Le bloc femme, enfin je vous ai donné les valeurs féminines, c'est pas un bloc. Je ne connais aucune femme qui soit 100% dans ses valeurs, toutes ses valeurs féminines et dans 0 valeurs masculines. Donc en fait, personne n'est binaire. Oui. Donc la binarité n'existe pas. Donc c'est pour ça que, si tu veux, c'est pour ça que cette voie du milieu, pour moi, est une suite du système binaire historique, et qu'en fait, il ne voit pas qu'en fait, on ait des constructions qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus riches que ça. Mais en fait, pour moi, c'est la même chose. C'est ça qui est bizarre. Mais peut-être que je comprends pas. Par exemple, cette histoire de non-binaire, pour moi, c'est depuis que je suis toute petite, je le ressens aussi, puisque moi, si jamais on me traitait de garçon manqué, je disais non, je suis une fille réussie, tu vois. Bon, c'était ma manière à moi de... Bah oui, non, mais tu vois, moi, j'aimais bien, tu vois, dire... évidemment. Voilà, évidemment. Pour moi, une fille réussie, c'est une fille qui inclut tout, quoi. Bien sûr. C'était ça. Donc, j'ai jamais voulu... rentrer dans ces codes-là. En plus, j'ai été élevée par mon père, donc si tu veux... Plus ou moins, et personne n'a le choix. Personne ne vit de façon indépendante de l'environnement social et culturel. Donc toutes et tous ont subi de façon hallucinante, quand on prend conscience du niveau de conditionnement dans lequel on vit, on est sans arrêt là-dedans. Et en ce qui me concerne, moi, j'utilise le mot non-binaire, parce que c'est le mot qui est aujourd'hui le plus simple à comprendre. Mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Je suis sur un chemin de libération des carcans du genre. Et ce chemin, je suis loin de l'avoir terminé, et je ne le terminerai jamais, parce qu'il y a énormément de choses dont je n'ai même pas conscience, des stéréotypes, des conditionnements que je reproduis, et je ne me rends même pas compte. Tu l'as démarré quand pour toi, depuis toute ta vie, depuis que je suis mais on va dire toute officiellement, est-ce que tu as fait... Mais je ne sais pas officiellement. Disons, à un moment, j'ai peut-être eu besoin... En fait, il s'agit, pour moi et pour beaucoup de gens qui sont dans ces sujets-là, il s'agit d'une quête d'authenticité. Le mot est clé. Une quête d'authenticité personnelle, bien sûr. Être honnête et authentique avec ce qu'on sent en soi. Donc moi, je sens que je suis plein de choses, en fait, plein de ces valeurs, et que j'ai besoin de les vivre, j'ai envie de les vivre. Je vois qu'en fait, il y a des choses qui sont possibles et puis d'autres qui ne sont pas possibles. Et puis ensuite, authentique vis-à-vis des autres. C'est-à-dire quand je me présente quelque part, comme ici par exemple, je ne vais pas arriver avec une coupe de cheveux très masculine, un costume, tous les atours classiques du masculin, parce que je ne suis pas un homme classique. Et je ne suis pas non plus une femme classique. C'est pour ça que je parlais avec cette voix. Parce que je pourrais parler avec une voix beaucoup plus aiguë. J'ai passé 5 ans chez des orthophonistes pour apprendre à parler. Mais ça ne m'intéresse pas. Je pense que mon authenticité, c'est d'exprimer qui je suis, et que la personne en face de moi puisse lire à travers moi. C'est ça qui m'intéresse, parce que ça me permet de connecter avec la personne de façon plus juste.
Donc mais il y a là, cette quête d'authenticité. C'est un mot pour moi qui m'apaise complètement, qui est le mot d'authenticité. Oui. Et d'ailleurs, je le dis souvent parce que là, maintenant, on dit oui, sur les réseaux, aujourd'hui, ce qui marche, c'est l'authenticité. Je dis, mais il fallait me prévenir, les gars, qu'on ne jouait pas à ça depuis le début. Parce que moi, j'ai un souci avec le mensonge et la non-authenticité. Oui. J'ai un vrai souci depuis que je suis toute petite. Et donc, j'ai eu beaucoup de mal à me conformer. Je pense qu'au-delà du genre, c'est authentique ou inauthentique, en fait. C'est presque plus ça qui me... en fait, d'avoir l'espace d'être soi-même, d'être authentique avec ce qu'on ressent de soi-même, quoi. Ouais, et presque pour moi, le mot genre, il enferme encore, presque. Enfin... C'est une convention. C'est une convention. Mais... c'est la convention, disons, c'est le résultat. Collective. C'est le résultat du travail international de milliers de gens, de centaines de pays qui ont tous signé ça. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord, je l'invite à aller améliorer. C'est difficile de lutter contre l'OMS. Améliorer les choses. Non, mais si, c'est comme ça que ça marche. On est des systèmes humains et quand on a des bonnes idées, on peut les faire passer. Et moi, j'en ai une en particulier. Ouais. Alors, vas-y, j'écoute. Pour moi, il me semble que ces deux éléments, donc biologie et socioculturel, c'est intéressant parce que ça pose un peu les choses. Et il y a certaines personnes, par exemple, qui nient complètement l'existence du socioculturel, qui disent qu'en fait, hommes et femmes, c'est juste la biologie. Et puis c'est tout, on ne sait même pas très bien qu'est-ce qu'il faut regarder. Il faut regarder les chromosomes, il faut regarder les organes génitaux, il faut regarder le système hormonal, on ne sait pas trop. Je pense que tu as bien défini, en fait. C'est vraiment les trois. Moi, je suis passée par la ménopause, c'est là où j'ai compris que j'étais un peu mes hormones aussi, quoi. C'est-à-dire que... les femmes ont beaucoup plus de conscience. On est très en contact avec nos hormones. Absolument. Hein. Mais les hommes, en fait, le sont aussi, mais n'en ont aucune conscience. Ouais. D'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que les femmes ont assez peu de conscience aussi du fait que les hommes sont aussi en contact avec leurs hormones et que la testostérone a des effets majeurs sur la façon de vivre des mâles, je dirais. Et c'est très étonnant, tu vois, ce déni. Mais bon, si tu veux, donc voilà, le biologique d'un côté, le socioculturel de l'autre. Moi, je pense qu'il manque une troisième dimension. Vas-y. Mais moi, je suis très troisième. Moi, t'as vu, moi, je suis très troisième dimension. Je suis pas sûr d'arriver à convaincre l'OMS de modifier de mon vivant, mais bon, je le dis quand même. Vas-y, moi, je suis avec toi, là, sur moi, la ce que j'observe, c'est qu'il y a un impact de la biologie sur le comportement. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais justement du cycle féminin. Le cycle féminin a un impact sur la façon de vivre, sur l'humeur, etc. Sur même la gestion du temps. Nous, on gère en 31 jours ou 28 jours, quand l'homme, a priori, va tout droit, quoi. Enfin, voilà, donc évidemment, là, il y a une différence qui est liée à la biologie et qui a un impact sur la vie quotidienne de la personne. Mais au-delà de ça, par exemple, je peux aller au-delà, si tu veux, parce que c'est vraiment la question qui m'intéresse le plus, moi, c'est ça. C'est presque le contraire. Il y a, entre autres, si ça t'intéresse, Greg Braden et surtout Bruce Lipton qui parle de ça, qui est un des plus grands généticiens du monde. Il dit grosso modo, les gènes, c'est même pas 2% de ce qui va vous arriver. Ce qui influe sur les gènes, c'est comment vous allez vous comporter à ce qui vous arrive. La plasticité de l'ADN. Il dit, en fait, c'est comment tu réagis aux choses qui fait que ta biologie va s'adapter. Donc, c'est ton comportement qui transforme ta biologie, plus même que la biologie qui transforme ton comportement. Oui, je pense que ça marche dans les deux sens. Mais ça marche dans les deux sens, mais c'est ça c'est cette troisième dimension où je te rejoins complètement. Et je ne sais pas comment l'appeler, celle-là. La troisième donc dimension. Pour moi, c'est l'impact de la biologie sur le comportement. Mais imaginons autre chose, par exemple, un homme qui mesure 1m90, qui pèse 100 kg, qui est musclé. Il n'a pas la même vie qu'une femme qui mesure 1m55 et qui pèse 50 kg. C'est pas la même présence au monde, c'est pas la même chose. Les relations à l'autre sont différentes. Donc il y a des impacts. Il y a des impacts et je pense que ce serait très intéressant de les respecter, de les nommer, du coup, dans l'égalité et d'avoir cette troisième dimension, parce que ce qui est intéressant, c'est que la biologie apporte des choses qui sont riches aussi, qui sont probablement aujourd'hui pas dites. Par exemple, l'impact des hormones de la testostérone sur la vie des mâles, qui est considérable et qui est, au mieux parfois, considéré comme quelque chose qui renforce l'agressivité, voire la violence, etc. Ce qui est peut-être pas faux dans certains cas, mais pas que. C'est aussi quelque chose qui pousse à l'action et qui est extrêmement positive et qui nous a amené beaucoup de choses et qui est quelque chose qui est pas du tout travaillé. Or, mais les hormones ne sont pas travaillées du tout d'un point de vue médical, ça fait même pas 8 ans. Alors pour moi, c'est pas une question médicale, parce que médicalement, on peut bien entendu réduire c'est même pas un ou sujet, améliorer
la quantité de testostérone qu'on a. Il y a des femmes qui prennent de la testostérone pour améliorer leur libido, etc. etc. Il y a des hommes qui feraient bien de réduire leur testostérone, peut-être qu'ils seraient moins agressifs vis-à-vis des femmes, mais en fait, la façon dont on peut s'y prendre, la seule façon dont on peut s'y prendre, c'est de s'éduquer à gérer ces impacts hormonaux. Et quand on comprend, quand on accepte que la testostérone a un impact sur soi, on regarde, c'est quoi ce truc-là, et ça fait quoi, et dans telle circonstance, ça fait quoi, et puis dans telle circonstance, ça me fait du bien, c'est génial, je vais essayer de travailler ce truc-là, puis dans d'autres circonstances, au contraire, ça me déplaît fortement. Par exemple, je sais pas quoi, je suis dans une rue, dans une ville, et puis il y a un taxi qui s'arrête, je suis en voiture, et un taxi qui arrive juste devant moi, je suis pressé, il y a quelqu'un qui descend du taxi, qui prend une valise dans le coffre, et puis il n'arrive pas à la prendre, et puis ça dure 3 heures. Au bout d'une minute, j'ai la testostérone qui prend le volant, en fait. Et tout à coup, je me mets à appuyer comme un dingue sur le klaxon. Et si la personne en face, celui qui n'arrive pas à enlever sa valise, me fait un geste agressif, je serais presque prêt à sortir de la voiture pour lui casser la gueule. Alors qu'en fait, je risque ma peau. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de conduire à Paris. Parce que non, mais c'est vrai, je faisais des doigts à tout le monde. Ah, t'as trop de testo, peut-être. J'avais tellement de testo quand j'étais jeune, je me suis dit, je vais finir par faire un cancer de la prostate, quoi. C'est-à-dire que tellement, mais parce que j'ai été élevée par un père ultra violent, chargé de testostérone aussi. Bon, après, il y a tout le côté dopamine, sérotonine, etc., qui est censé aussi équilibrer tout ça. Et quand tu es dans des déficiences, par exemple, de dopamine ou de sérotonine, et que tu as une testo qui est hyper élevée, là, tu deviens un putain de tyran, quoi. Et moi, j'ai été élevée par un putain de tyran. Et je l'ai mimé, je l'ai mimétisé à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, ma colère m'a permis de faire ma carrière. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais tellement en colère contre... je trouvais que les femmes faisaient des films trop auteurs, nanana. Moi, je voulais gagner de l'argent, par exemple. Ça a été hyper mal vu dans mon métier. Je voulais faire des succès. C'est pas un truc de fille, c'était un truc de mec, de vouloir faire de l'argent. Par exemple, là, on a encore le truc avec le film Barbie. Ouais. Elle a gagné tellement de pognon qu'elle n'a pas été nominée aux Oscars aussi. Tu vois, enfin, il y a un côté, si tu es une femme et que tu fais un bon film, il faut que ça reste un peu sous les radars. Tu vois, un film de femmes qui gagne des milliards, parce que ça a gagné des milliards, je peux te dire, Hollywood a eu très mal, quoi. Et bon, ça m'a fait un peu plaisir, moi, mais j'ai été élevée par un tyran chargé de testostérone et je suis devenue ce tyran. Et après, j'ai dû lutter contre ce tyran. Et ce tyran, à un moment, il a eu un cancer de la prostate, mon papa, et on l'a mis sous hormones féminines, ou je sais pas comment. Enfin, on a réduit sa testo. On a réduit sa testo et il a pris des hormones femelles. Ouais. Et ça a été mon plus beau moment avec mon père. Ça m'a guéri ma relation à mon père, parce que tout à coup, il s'est mis à pleurer, il s'est mis à me prendre dans les bras. Et là, j'ai compris l'impact que ça avait, les hormones, sur les relations entre les gens, tout simplement. Après, quand tu arrives en ménopause, moi, c'est quelque chose qui est derrière moi aujourd'hui, mais la plupart des femmes que je rencontre qui ont mon âge sont dedans. J'ai fait un film sur Dalida, qui pour moi est morte de ménopause mal soignée. En fait, la ménopause ne commence à être comprise aux États-Unis que depuis 4-5 ans, aux États-Unis. Alors en France, je te dis pas, c'est encore vite fait, on me donne des hormones comme ça, on n'étudie même pas. Pour moi, ce qui est clé là-dedans, si tu veux, c'est de voir que cette troisième dimension, donc, entre la biologie et puis le socio-culturel, donc cette troisième dimension qui est l'impact donc, de la biologie sur le comportement, sur la façon de vivre, c'est évidemment au confluent des deux. Donc c'est la partie la plus complexe et la plus difficile à saisir, mais elle existe bien. Et je pense que quand on donne cet exemple des cycles hormonaux, des tailles, etc., on comprend bien que ça a un impact. Donc pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre ça pour pouvoir bien l'épanouir, bien l'accueillir, bien l'accepter et en tirer le plus possible. Et par exemple, sur le niveau de testo, pour revenir à ça, en fait, c'est pas tellement... la testo varie d'un mâle à l'autre, il y a une fourchette, si tu veux, mais c'est pas parce que tu es dans le haut de la fourchette que tu es plus violent ou que si tu es dans le bas, tu es moins violent. En fait, les personnes réagissent de façon assez différente à leur niveau de testostérone. Et ce qui est sûr, c'est que ça produit un effet qui est grosso modo le même. Enfin, les mêmes, parce qu'il y en a plein. Donc, c'est la façon dont tu regardes ça, cet impact de ta biologie sur toi, qui résulte à la fin d'un comportement. Et donc ça s'éduque.
Et aujourd'hui, je pense que pour sortir, par exemple, de l'agression, des agressions sexuelles des mâles envers les femelles, je ne vois pas d'autre solution que d'éduquer les mâles, mais aussi d'ailleurs les femelles, de quoi on parle profondément, d'où ça vient, comment est-ce que je vais gérer ça, comment est-ce que je vais arriver à gérer, si je suis une femme et je suis hétéro, comment je vais arriver à gérer la testo de mon mec, etc., etc. Mais c'est vrai aussi dans le monde du travail. Quand tout à coup j'ai un boss, un mec qui tout à coup fait des colères et tout à coup il se met en colère et tout le monde autour regarde en disant mais il est complètement dingue, c'est quelqu'un qui est caractériel, etc. Ben non, en fait, c'est juste qu'il s'est pris un coup de testo sur la tronche et qu'il n'a pas géré, il n'a pas pu gérer, il a perdu le contrôle, en fait, au profit de la testo, ce gars-là. Si on l'accueille en disant « mais t'es qu'un con, faut que tu arrêtes ces conneries, etc. », ça va le mettre encore plus en fragilité et ça risque au contraire d'aggraver le problème. Alors que si on l'aborde en disant « mais je suis désolé pour toi que tu aies eu tout à coup ce coup qui te soit arrivé comme ça, comment est-ce qu'on pourrait faire, que ça vient d'où, etc. » Là, tout à coup, on fait alliance avec la personne qui est désespérée, souvent, d'avoir ces accès de colère comme ça. Donc voilà, c'est une autre mode de relation et je pense que s'intéresser à cette troisième dimension permettrait d'avoir des relations plus apaisées, un respect aussi beaucoup plus grand des différences biologiques qui ont un vrai impact, ne pas les nier. Il y en a, oui, il y en a. Comme de toute façon, entre chacune d'entre nous, on a des différences de taille, de poids, de je ne sais pas quoi, de physique, de tout. De tout. Donc, en fait, il n'y en a pas un qui se ressemble. Voilà. Mais il y a des familles, et c'est vrai qu'il y a des familles et que les gens sont attachés aux familles. C'est pratique d'avoir des petits labels, des petites étiquettes. En fait, tu viens de mettre le doigt, pour moi en tout cas, sur quelque chose que j'avais jamais réalisé, qui est ce besoin que les gens ont de faire famille. Oui. Qui a été un besoin très fort pour moi aussi, puisque j'ai été sans famille pendant de 0 à 8 ans, donc je peux te dire que c'est un vrai impact. Et en fait, peut-être que, au lieu de parler de genre, si on parlait de famille, peut-être ça calmerait tout le monde, parce que en fait, on a tous besoin de faire famille, mais on fait pas forcément partie de notre famille biologique, et on fait peut-être partie d'une famille humaine différente. En tout cas, là où je te rejoins, c'est dans cette troisième dimension, ce que je t'appelle, moi, mon troisième œil, ou mon qui crée un... C'est précis, c'est vraiment, encore une fois, impact de la biologie sur le comportement. Ou impact du comportement sur la biologie, parce que ça marche en simultané, en fait. Mais disons, c'est plus difficile de voir l'impact du comportement sur l'ADN. Enfin, il y a des gens qui font des recherches et on voit bien la plasticité du cerveau et la façon dont l'ADN se modifie assez rapidement, enfin beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le penser. Mais disons, l'impact, par exemple, d'avoir un cycle hormonal mensuel par rapport à quelqu'un qui n'en a pas, ça, c'est un fait très facile à voir pour tout le monde. Donc je pense que déjà, si on commençait comme ça et à accepter ça, ce serait bien. Donc je vois qu'il y a cette troisième dimension, qu'elle manque dans les débats et qu'il y a beaucoup de gens en fait qui s'écharpent parce qu'ils ne reconnaissent pas cette troisième dimension et du coup ils voient que le discours de l'autre côté n'est pas complet ou pas complètement vrai, etc. Et ils n'ont pas tort. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on rajoute une troisième dimension qu'on aura fini le boulot. Il y en aura probablement pas mal d'autres derrière, mais déjà passons de 2 à 3, ce serait intéressant. Moi, j'ai beaucoup travaillé justement avec les féministes sur beaucoup de questions, et puis je me suis arrêtée parce qu'il y a un moment, je me suis dit, mais en fait, si on ne travaille pas à l'école, de 3 à 16 ans, en fait, ça sert à rien. Derrière, c'est mort, quoi. À 16 ans, on est déjà... avant. Tu vois, avant 3 ans. Avant 3 ans, mais... Entre moins 9 mois, parce que ça commence des... Pour moi-même, ça démarre avant, parce que la vie est éternelle, mais bon... Peut-être, mais en tout cas, concrètement, matérialisé, incarné, c'est moins 9 mois. Mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, moi, j'ai été enceinte sans savoir le sexe de mes enfants, donc je l'ai appris quand ils sont sortis. Et est-ce que tu célèbres l'anniversaire de leur date de conception ? Toujours. Ouais. Et je la connais, et d'ailleurs, la prochaine, c'est le 3 juillet. Oh, bravo. Mais pour moi, en fait, comme ils m'ont choisi, enfin, moi, je suis carrément dans un autre débat, voilà. Je suis un passage, leur passage et 2 passages. J'ai compris que j'étais 2 passages quand je me suis faite passage pour mes enfants. Parce que du coup, le mot passage, en plus, c'est un mot, moi, j'ai été élevée, comme je t'ai dit, catho et juive.
Et passage, en hébreu, c'est Pessah, qui est célébré au moment de Pâques. Et c'est quand Moïse sépare les eaux en deux pour passer du statut d'esclave au statut d'être libre. Donc pour moi, c'est notre chemin en tant qu'être humain. Et que j'ai senti à la naissance de mon fils. Bizarrement, je ne savais pas encore que c'était un fils, mais je me suis sentie vraiment... j'ai vu l'image Charlton Heston, le vieux film, les mauvais effets spéciaux. Je me suis vue coupée en deux, parce que c'est vrai que donner naissance à un enfant, tout à coup, tu es obligé de te couper en deux à l'intérieur pour faire passage. Et accepter, moi j'ai accouché à la maison, sans péridurale, pour être en conscience, justement. Et c'est ces accouchements-là qui m'ont fait rendre compte dans mon corps de qui j'étais vraiment, de ma puissance, mais aussi de mon authenticité. Magnifique. Voilà, alors je ne t'ai pas posé toutes les questions que je voulais. Ah bon ? Non, parce qu'en fait, comme je ne te connais pas, je ne sais pas Vas-y. à partir de quand tu as décidé de, on va dire, de t'habiller plus en femme qu'en homme. Est-ce que tu as des enfants ? Est-ce que tu as été mariée ? Enfin, tout ça, j'étais marié, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants merveilleux. Ah, génial. Dont une aînée qui s'appelle Carmen, comme toi. Ah ouais ? Oui, incroyable. C'est assez rare à l'époque. Ouais. Qui est merveilleuse. Voilà. Et en fait, on s'est séparés avec leur maman il y a 7-8 ans, un truc comme ça. D'accord. Jusque-là, tu étais un homme visuellement pour tout le monde dans la rue. J'ai dirigé des maisons de mode pendant très longtemps. D'accord. Parce que je ne sais même pas ce que tu fais. Je jouais beaucoup avec les codes masculin, féminin. J'étais habillé de façon plutôt androgyne, mais tout en donnant le change, parce que j'étais un mec à l'époque. Voilà. Puis après, je pense que les choses étaient plus faciles et plus libres pour moi. Et donc, du coup, j'ai décidé de me présenter d'une façon plus authentique par rapport à ce que je vis à l'intérieur et surtout plus aidante pour pouvoir connecter avec moi. Parce que tu vas mettre du rouge à lèvres ou des boucles d'oreilles ou une robe. Bon, franchement, c'est plus, le vestiaire féminin est plus large, plus marrant que le vestiaire masculin, encore que le vestiaire masculin change aussi beaucoup. Mais voilà, ça reste un vestiaire, ça reste une convention. Et donc moi, j'envoie des messages qui sont le plus clair possible. Et donc pour que les gens comprennent, voilà, comme je te disais tout à l'heure, tiens, c'est quand même une voix de mec. Mais c'est pas un mec quand même. Et puis, donc t'as pas pris d'hormones ou t'as pris des hormones quand même Moi j'ai pris assez peu d'hormones, mais j'en ai pris un petit peu pour réduire la testo. En fait, et t'as senti que ça avait une différence ? Bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Moi moi ce que je supporte pas dans la vie, c'est le mensonge comme toi et la violence. Je supporte pas la violence. Ça me donne envie de pleurer quand tu dis ça, parce que c'est très rare que les gens disent ça. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'amour sous toutes ses formes. C'est tout le reste est totalement secondaire. Mais donc, la violence, et on subit tous et toutes de la violence à la fois de l'extérieur et puis à la fois de l'intérieur. Monsieur le juge à l'intérieur. Je l'appelle Monsieur le juge. C'est ce qui est terrible. Et donc, pour réduire cette violence qui est liée malgré tout au niveau de testo, j'ai réduit un petit peu la testo et ça me va très bien. Je suis beaucoup mieux comme ça, je suis beaucoup plus juste comme ça. Mais disons que pour moi, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'arriver à ouvrir un espace de liberté nouveau, qui est donc un espace dans lequel tous ces petits stéréotypes, ces valeurs stéréotypées, au lieu d'être classées, j'ai le droit, j'ai pas le droit, en fait, j'ai le droit, j'ai le droit, bien entendu. Et donc là, tout à coup, il y a un épanouissement qui sort et qui est tout à fait extraordinaire, et qui est accessible à tout le monde. On n'est pas obligé pour un homme de mettre une robe pour pouvoir le vivre, évidemment. D'accord. Oui, bien sûr. On est en 2024, donc c'est encore relativement récent, mais moi, je peux imaginer, avec les différents backlash qu'on a en ce moment, et puis les retours qu'on aura après, que peut-être dans quelques dizaines d'années, tout ça sera plus libre et tout le monde pourra vivre cette liberté d'être plus profonde qui est très épanouissante. Et tes amis hommes de l'époque où tu étais plus homme physiquement, est-ce que tu en as perdu certains ? Est-ce que pour certains ça a été compliqué ? Moi, et mon pour histoire, les femmes aussi, c'était un petit peu compliqué parce que ça a été mélangé avec un divorce qui s'est pas bien passé. Ouais. Donc j'ai perdu en fait tous mes amis. Oui, t'inquiète pas, quand on divorce on perd tous ses amis. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, moi je suis très entouré. J'ai une vie amicale très très intense et avec des gens qui me correspondent bien et pour qui c'est une richesse. Et donc voilà, ils aiment bien me voir parce qu'il y a ça. Et je pense que je serais un mec plus coincé, elle ne viendrait pas me voir. Ouais. Enfin, ils ne viendraient pas me voir, ça ne les intéresse pas. Tu as ce degré de liberté, d'ouverture
En fait, le terme médical pour appeler les non-binaires, les trans, etc., c'est la dysphorie de genre. Et c'est un terme médical qui est assez insultant, en fait, parce que ça veut dire qu'en fait, il y a une maladie psychiatrique derrière. Dysphorie, c'est une maladie psychiatrique. Et moi, je préfère parler de euphorie de genre. C'est-à-dire que quand on est libéré du genre, on a une euphorie de vivre. En fait, ce que j'appelle, moi, le troisième, c'est le cœur, en fait. C'est qu'il y en a qui réfléchissent avec la tête, d'autres avec le... Enfin, c'est quand tout devient cohérent, en fait. C'est-à-dire quand tout est aligné sur le cœur. Et que dès que c'est pas aligné sur le cœur, c'est aligné trop dans le cerveau, ou trop dans le sexe, ou trop dans la testo, ou trop dans je sais pas quoi, ça dysfonctionne. Alors que le cœur, le mot qui sort du cœur, c'est cohérent. Et cohérent, c'est forcément authentique. Et peut-être que c'est ça le troisième mot que je cherchais. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci d'avoir écouté le Lisa Azelos podcast. Et si vous avez envie de me soutenir ou que vous aimez mes podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi vous abonner et ou en parler autour de vous. À bientôt. Merci beaucoup.